Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce qui s'est passé vis-à-vis de Eva Kaili, vice-présidente du Parlement européen, qui la semaine dernière, vendredi, a été interpellée, interrogée et a été incarcérée dans une affaire de corruption d'ailleurs dont certains médias ont eu beaucoup de mal à dire que c'était le Qatar qui était aussi impliqué. Sauf que, évidemment, cette affaire a fait boule de neige. Elle a fait boule de neige à tel point que, non seulement il s'agit bien donc d'une affaire de corruption, une affaire de corruption qui, hasard et coïncidence, intervient peu de temps après que cette députée, vice-présidente, ait fait un discours pour essayer de laver un petit peu l'honneur du Qatar, alors en pleine Coupe du Monde. Alors évidemment, quand on entend le discours de cette dame et aujourd'hui la situation dans laquelle elle est, évidemment, ça lève le voile sur la corruption. Mon Dieu, oh mon Dieu, de la corruption au sein de la sacro-sainte institution de l'Union européenne. C'est un gros boulet que va se tirer maintenant le Parlement européen parce que, évidemment, les faits sont avérés, des condamnations vont tomber. Je rappelle, il y a cette députée, mais aussi 4 autres personnes qui sont impliquées, qui démontrent que, nous savions depuis très longtemps qu'au sein de l'Union européenne, que ce soit auprès du Parlement européen, que ce soit auprès de la Commission, vous avez des gens qu'on appelle des conseillers. Des conseillers qui ont même des sièges, 28 je crois, au Parlement européen. Parce que oui, admettons, soyons honnêtes, quand on est élu député européen, on n'a pas la science infuse. Il y a des domaines, il y a des sujets sur lesquels il y a des technicités, il y a des spécificités, il faut avoir une connaissance, il faut savoir avoir un historique. Et donc, évidemment, on compte sur des gens pour nous expliquer. On compte sur des gens pour nous informer, pour nous aider à comprendre les rouages, les mécanismes, la technicité des domaines dans lesquels nous sommes amenés en tant que députés à un moment donné, soit à faire des propositions de loi, soit à faire une promotion de projets de loi, ou de voter au Parlement européen, voire même décider de faire voter ou décider de décrets au sein de la Commission européenne. En cela, évidemment, on ne peut pas systématiquement dire que c'est du lobbying. Même si, évidemment, le lobbying est forcément intégré à ces processus. C'est toute la problématique sur laquelle je dirais que nous sommes en face là d'un problème éthique. Éthique pourquoi ? Tout simplement parce que les personnes qui sont censées vous aider, vous informer, que vous consultez pour mieux comprendre les détails, les subtilités, et vous empêcher peut-être de prendre des mauvaises décisions, ou de prendre des décisions qui soient à côté de la plaque, qui soient des décisions irresponsables, qui soient des décisions en totale inadéquation avec la réalité sociale, politique, économique, pour chacun des pays de l'Union européenne. Et en cela, évidemment, vous êtes un peu obligé de passer par ceux qui représentent ces activités, c'est-à-dire des acteurs, plus particulièrement des acteurs économiques. Sauf quelle est la garantie que ces acteurs économiques, ou tout du moins ceux qui sont censés vous aider, vous conseiller, vont le faire avec objectivité? Alors il en existe. Il existe des gens qui font partie d'associations, de groupes, de réflexion, de ce qu'on appelle les think tanks. Vous avez des gens qui sont des gens issus des milieux, mais qui ont monté parfois des affaires pour permettre d'avoir des analyses, des études sérieuses, etc., en totale indépendance avec des intérêts de grands groupes, de grandes entreprises. Par exemple, un que vous connaissez certainement, qui est Jean-Pierre Jancovici,
qui lui a sa propre organisation et qui donne des rapports, qui fait des études, des analyses, sans défendre les intérêts d'une entreprise ou d'un groupe, quel qu'il soit. Même si, ce que je vous dis là, c'est pas forcément vrai, peut-être qu'il a certaines collusions avec des intérêts. Certains diront que c'est un pro-nucléaire, par exemple. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur les problèmes énergétiques, je ne vais pas relancer le débat, mais il est clair que le nucléaire, aujourd'hui, est indispensable. Sauf que, malheureusement, même si on essaye de cadrer, de structurer, de mettre des statuts, d'établir un champ d'action de la part de ces gens, on n'est malheureusement pas à l'abri d'influence et de lobbying. Et qui plus est, lorsqu'il s'agit d'intérêts de certains pays, de certaines nations, qui ont des relations, quelles qu'elles soient, avec l'Union européenne, d'essayer d'influencer dans leurs intérêts. Des intérêts multiples. Sauf que là, il se trouve que le parquet financier de Bruxelles était sur une affaire qui a mené à un moment donné un lien de cause à effet sur une collusion, une corruption touchant une personnalité du Parlement européen. Et là, évidemment, ça met les projecteurs sur une réalité, je dirais une réalité de coulisses. Et force est de constater que, il y en a certains qui ont chaud aux fesses. Vous avez cet exemple. Ouest France, récemment a fait un article, parce qu'évidemment les journalistes essaient d'interroger des députés français, de l'Union européenne, du Parlement européen, ou les gens de l'administration européenne, pour savoir ce qu'ils en pensent, et éventuellement est-ce que eux aussi ont été approchés. Et vous avez cet article de Ouest France. Alors ne le cherchez pas, parce que cet article il a disparu. Et cet article concernait Nathalie Loiseau. Et évidemment, est-ce que Nathalie Loiseau avait été approchée? Et dans cet article, en effet, elle disait qu'elle avait été approchée par des réseaux en lien avec le Qatar. Autrement, vous avez Manon Aubry, donc la fille de qui vous savez, qui sur BFM, en effet, explique, oui, on a bien tenté d'essayer de m'approcher pour des intérêts clairement issus du Qatar. Alors, cette affaire, elle tombe mal. Pourquoi? Tout simplement parce que, évidemment, actuellement, nous sommes en pleine Coupe du Monde. On sent bien que les médias essaient de temporiser pour laisser la Coupe du Monde se dérouler, parce que ça occupe, parce qu'on sait qu'il y a des Français qui regardent. Pendant ce temps-là, ils ne s'intéressent pas à autre chose. Mais quand cette Coupe du Monde va être terminée, forcément, il y a des questions qui vont être légitimes et des questions qui vont remonter à la surface. Premièrement, est-ce que, finalement, l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar a été faite de façon objective? Je pense qu'on peut s'avancer à dire que non. Et pas spécifiquement que le Qatar. Il faut savoir qu'aujourd'hui, de toute façon, les grandes compétitions internationales, les fédérations internationales qui s'occupent de l'attribution, en règle générale, vous avez des jeux d'influence. Vous avez dans les coulisses des jeux de pouvoir, des jeux de soumission, des jeux d'influence, pour essayer d'aller plutôt dans un sens que dans un autre. Des promesses. Par exemple, souvenez-vous, il y a eu cette affaire concernant les Jeux Olympiques, où tout d'un coup on a découvert que dans l'enceinte, de ce qu'on appelle l'enceinte du parc olympique, le village olympique, le parc olympique, etc., toute l'activité commerciale à l'intérieur de ce parc et les partenaires officiels, puisque évidemment il faut une licence. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous ne pouvez pas faire une demande, il faut que vous achetiez une licence. Donc évidemment, dans le parc, vous ne retrouvez en règle générale que des grandes enseignes, des gros groupes. Sauf que ces grandes enseignes et ces gros groupes, c'est tout bénef pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils échappent à la fiscalité locale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'en 2024,
toutes les enseignes qui vendent des produits dans les parcs, dans les enceintes olympiques, soient exonérées de TVA. Alors ce que je vous dis là, je n'en sais rien. Peut-être qu'en réalité, oui, la TVA va bien s'appliquer. Mais, vous le savez, en règle générale, dans les tractations pour obtenir l'organisation des Jeux Olympiques, il y a parfois certaines concessions qui sont faites par les États. Eh bien, c'est pareil pour le mondial. Le mondial, c'est une compétition qui est retransmise par plusieurs centaines de télévisions à l'échelle internationale. Donc on touche un public mondial et donc forcément, commercialement, c'est très intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant quand vous êtes un pays organisateur parce que ça vous permet en effet aussi de glisser une image, de glisser une promotion. Et qui plus est, quand on est un pays arabe, au vu des circonstances actuellement et au vu des situations géopolitiques, ça arrange pour redorer l'image d'un pays du Golfe et redorer aussi l'image de l'islam en général. Petit aparté, mercredi, vous le savez, il va y avoir le match France-Maroc. Ce qui va être très amusant, parce que finalement, on a vu ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, on a vu ce qui s'est passé dans d'autres villes. Je pense que tous ceux qui sont en train d'essayer de minimiser les choses, de nous traiter d'extrême droite, de fachos, eh bien on va les inviter à aller prendre un café mercredi soir à la fin du match sur les Champs-Élysées. Et là on pourra en discuter, tranquillou. Fin de l'aparté. Et donc, ce fameux scandale de corruption, eh bien, vous êtes en train d'assister sur les médias à une tentative d'essayer de localiser cette affaire comme étant une affaire marginale, non représentative, et que finalement, c'est la faute de cette députée de s'être laissée tenter, mais qu'elle ne fait pas la généralité. Il faut laver l'honneur, absolument, du Parlement européen. Même si, comme je vous l'ai dit, le Parlement européen est doté d'individus dont c'est le métier de faire de l'influence. Sauf que là, il semblerait que pour aller plus loin, cette députée s'est laissée tout simplement corrompre. Sauf que si cette corruption a existé, la question que les médias vont essayer d'occulter de vos esprits, c'est que pour cette personne qui s'est fait choper, combien il y en a qui sont passés en dessous des radars. Et là, cette question-là, il ne faut surtout pas vous la poser. Parce que, dans le cas de l'Union européenne, dans le cas du Parlement européen, eh bien cette question, finalement, elle serait légitime aussi bien en France, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Est-ce que les gens qui sont dans ces institutions peuvent garantir à 100% leur intégrité et leur objectivité? Est-ce que parmi eux, il n'y en a pas qui agissent en réalité pour le compte d'intérêts idéologiques, voire privés? Et le second sujet que je vais aborder, il va être très important parce que lui va être certainement, à un moment donné, dans les coulisses à la fois nationaux mais aussi européens, et d'ailleurs ils le sont déjà, puisque on a déjà vu des assouplissements, des abrogations, des modifications, des réformes qui ont été votées sur l'éthique scientifique. Eh bien, vous allez voir que la fiction risque d'être dépassée par la réalité. Second sujet, en effet, alors là, accrochez-vous bien, asseyez-vous, prenez une petite tasse de café ou un petit remontant parce que vous allez voir que ça va déménager. Vous vous souvenez, dans une vidéo, je vous ai parlé de cette expérience qui a permis de faire développer un fœtus d'agneau dans une poche artificielle.
Eh bien, écoutez bien ceci. Fin 2021, Elon Musk a tweeté ses craintes quant à la fin de l'humanité. Nous devrions être beaucoup plus inquiets de l'effondrement de la population. S'il n'y a pas assez de personnes pour la Terre, alors il n'y en aura certainement pas assez pour Mars, a-t-il déclaré. Les déclarations de Musk ont placé la baisse du taux de la natalité dans le monde au premier plan de la conscience sociale. Depuis près d'un siècle, les taux de fécondité diminuent à l'échelle mondiale. Le résultat est ce que les scientifiques décrivent comme une crise mondiale d'infertilité. Mais il y a une solution qui se profile à l'horizon. Les utérus artificiels. En 2017, les scientifiques ont créé un biobag qui fonctionnait comme un utérus artificiel et ils l'ont utilisé pour faire grandir un bébé agneau. Maintenant, un nouveau concept a été dévoilé exclusivement à Science and Stuff, montrant comment la même chose pourrait être faite pour les êtres humains. Dans les images récentes publiées, H.M. Khalid montre à quoi pourrait ressembler l'accouchement de demain. Plus précisément, il a créé une installation d'utérus artificiel nommée Ectolife. Et oui les amis, alors je vous mettrai le lien du site en commentaire, en descriptif, pardon. L'article est en anglais, mais vous savez, vous pouvez faire un petit clic droit, si vous avez paramétré votre navigateur, vous pouvez faire un petit clic droit et avoir une traduction française. Vous vous souvenez, je vous avais dit, lorsque j'avais abordé le sujet de ce fameux agneau qui a été développé en poche artificielle, je vous avais parlé de Matrix. C'est pour ça que j'ai mis l'affiche ici. Matrix qui, dans le film, nous raconte que pour pouvoir trouver de l'électricité, parce que les êtres humains avaient fait exploser des bombes pour pouvoir cacher la lumière du soleil et permettre aux machines finalement de ne pas pouvoir trouver suffisamment d'énergie pour continuer à envahir le monde et à détruire l'humanité, eh bien les machines se sont tout simplement tournées vers l'être humain, parce que l'être humain est producteur d'électricité. Alors, des faibles intensités, mais si vous cultivez énormément et des millions d'êtres humains, et que vous les branchez pour récupérer cette électricité, l'électricité cérébrale, eh bien vous avez votre électricité. Vous cultivez évidemment les êtres humains. Les scénaristes de Matrix, les Wachowski, je vous dirai pas mâle ou femelle, puisque depuis, pour ceux qui connaissent, vous savez ce qui s'est passé avec ces réalisateurs, ces producteurs, ces scénaristes. Ils n'ont rien inventé, ils se sont inspirés tout simplement d'Aldous Huxley dans son livre Le meilleur des mondes. Je rappelle, Le meilleur des mondes est un livre qu'il a écrit en 1931. Et déjà en 1931, dans son livre, il aborde le sujet de la procréation artificielle. Cette procréation artificielle, il a été inspiré par son propre frère, qui lui-même était un chercheur en biologie. Et en tant que chercheur en biologie, à l'époque, il y avait déjà des théories sur la manipulation génétique, sur l'ADN, etc., etc. Eh bien, aujourd'hui, force est de constater que si Aldous Huxley pouvait voir le monde d'aujourd'hui, il serait effaré de voir que finalement, sa fiction est en train de s'orienter vers un dépassement de cette fiction par rapport à la réalité. Donc, ce qui est assez amusant, c'est que sur ce site, vous avez une vidéo de présentation. Et parmi les arguments, eh bien, il y a un argument qui dit, voilà, pourquoi faire subir aux femmes les contraintes de la grossesse? Pourquoi les femmes devraient-elles subir les conséquences, les maux, la douleur de donner la vie? Alors que grâce à cette technologie, eh bien, vous pourrez tout simplement subordonner le développement, subordonner la fécondation et le développement d'un fœtus dans des machines. Et on vous explique même que vous pourrez contrôler le patrimoine génétique de votre progéniture qui se développera dans des outils artificiels afin de vérifier qu'il est bien génétiquement comme vous l'avez désiré. Parce que, oui,
Le problème, c'est qu'évidemment, on vous présente les choses de façon très ludique, de façon pragmatique. Comme je vous l'ai dit, les femmes, vous n'aurez plus à subir les conséquences, les aléas de ce phénomène qui consiste à donner la vie, à être enceinte. Bon, évidemment, certaines femmes pourront continuer tout à fait à donner la vie. C'est une certaine jouissance, une certaine satisfaction de donner la vie de façon naturelle. Mais nous vanterons la possibilité, tout simplement, de vous soustraire à cette contrainte. La facilité de voir la possibilité de vous donner une procréation assistée, mais cette fois-ci, vous ne serez plus obligé de la porter dans votre ventre, dans votre utérus. Vous serez obligé de... Vous pourrez, pas obligé, mais vous pourrez, tout simplement vous faire un bébé sur commande. Eh bien, ceci a un nom, finalement. On appelle ça l'eugénisme. Il faut savoir qu'en Californie, il y a déjà des réglementations qui ont été considérablement assouplies pour permettre à des parents d'avoir un enfant. Mais attention, pas n'importe lequel. En Californie, il est tout à fait autorisé de faire tout simplement du bébé sur commande. Le bébé sur commande, c'est quoi? C'est tout simplement cette situation cocasse qu'on a pu voir avec des couples afro-américains qui ont commandé un bébé blanc. C'est l'eugénisme. C'est la capacité de pouvoir commander, de pouvoir avoir un bébé génétiquement défini, tel que le client le souhaite. Ça existe déjà. Mais alors imaginez si demain nous avons la possibilité de pouvoir faire procréer des enfants par des machines, par une procédure artificielle. Comme l'a dit Musk, le problème de la démographie. Sauf que là, si déjà en Californie l'eugénisme est bien implanté, certes cadré, mais bien implanté quand même, ça rejoint ce que je vous disais par rapport au premier thème de cette vidéo sur la corruption. C'est-à-dire que, petit à petit, des lobbyings vont se mettre en place pour assouplir les réglementations, l'éthique scientifique sur la biologie humaine. Assouplir les procédés, assouplir les réglementations, assouplir les lois, et ainsi permettre de développer ce que, évidemment, présentera de façon très humaine la possibilité à des couples, la possibilité à des femmes qui n'ont pas envie de perdre 9 mois de leur vie, d'avoir des enfants, de permettre à des couples homosexuels, gays, d'avoir des enfants. C'est déjà le cas, dans certaines procédures. Mais ces procédures, évidemment, passent toujours par des procédés biologiques. Alors là, il suffira tout simplement de signer en bas d'un contrat pour acheter un enfant. Un enfant qui ne naîtra pas de façon naturelle. Un enfant qui sera développé de façon artificielle. C'est un business. Imaginez que l'on ne sera plus obligé d'en passer par des procédés biologiques, puisqu'on aura la possibilité de le faire de façon artificielle. Mais alors là, par contre, comment l'autorité, comment l'éthique scientifique pourra se démêler avec ceci? Le brevet. Ces sociétés qui auront la capacité de pratiquer cette procédure. L'enfant sera-t-il libre? Ou sera-t-il sous brevet? Si jamais il y a des défauts, si jamais il y a des maladies auto-immunes, si jamais il y a des cancers qui se déclenchent très très tôt, les parents pourront-ils se retourner vers les sociétés ou contre les sociétés qui ont fait naître par des processus artificiels ces enfants? L'enfant devient-il alors un produit? Ce sont des sujets éthiques qui sont aujourd'hui débattus, étudiés, analysés, et sur lesquels, évidemment, il y a également de l'influence, du lobbying. Souvenez-vous, ces affaires qui consistent à légitimer une liberté et un droit fondamental humain sur le vivant. À partir du moment où vous êtes vivant, vous n'êtes pas la propriété, vous n'êtes pas un brevet, vous n'êtes pas une licence, vous n'êtes pas une franchise, vous êtes un individu.
Vous êtes un être vivant, avec des droits. Des droits? Quels droits? Mais en réalité, est-ce que vous êtes vraiment libre? Est-ce que vous n'êtes pas un produit? Est-ce que vous n'avez pas déjà sur le dos un label? Oui, évidemment, tout est une question d'organisation dans la société. Nous pouvons et devons pouvoir gérer, organiser, identifier l'individu. Mais au final, quelle est votre existence si jamais vos parents ne vous déclarent pas à l'état civil? Si vous n'êtes pas déclaré, vous n'avez aucune existence dans les structures administratives de tous les pays, quels qu'ils soient. Ah, vous êtes libre. Vous êtes libre parce que vous n'existez pas. Ça suscite pas mal de questions. Donc pour revenir à cette promotion, force est de constater que malheureusement, encore une fois de plus, on est en train de se rendre compte que la réalité est en train de dépasser la fiction. Et avec toutes les conséquences que ça va amener. Ça va poser des problèmes évidemment éthiques. Ça va poser des problèmes de droit, de statut. À qui appartient qui? Qui est la légitimité de qui? Là est tout le problème. Et puis, comme je vous l'ai dit, le problème de l'eugénisme. Cet eugénisme qui va permettre à des parents de choisir le type d'enfant qu'ils veulent. Parce que quelque part, des parents qui sont issus d'origines différentes ne voudront pas tout simplement un enfant qui soit conforme à la société, ou tout du moins à ce que la société accorde en matière de réussite. Je vous ai donné l'exemple de ce couple d'Afro-Américains qui voulait un enfant blanc. J'espère que vous imaginez bien toutes les conséquences. Conséquences culturelles, ethniques, de la diversité. Et pourquoi pas, à terme, se rendre compte que pourquoi laisser l'humanité proliférer, se développer, atteindre 7, 8, 9, 10 milliards d'individus, alors que les ressources de notre planète ne sont pas inépuisables, ou tout du moins ne sont pas accessibles au plus grand nombre. Est-ce qu'à un moment donné, le fait d'avoir la technologie pour pouvoir procréer, évidemment, ça ne sera jamais dit comme ça. La preuve, c'est qu'Elon Musk parle de Mars. Comment on va pouvoir faire procréer sur Mars? Donc autant commencer déjà à expérimenter, faire de l'expérience. Parce que derrière, n'en doutons pas, en coulisses, on parle de manipulation génétique. Si ça vous paraît obscur, je vous invite à voir ce film qui s'appelle Titan, qui est une fiction, mais qui est une fiction basée sur le fait d'un postulat de permettre de modifier physiologiquement un individu pour qu'il soit adapté à la planète sur laquelle on a décidé de l'envoyer. À méditer. Voilà pour ces thématiques, ces deux thématiques qui finalement sont relativement liées, parce que, comme je vous l'ai dit, pour faire évoluer les choses, pour faire développer et mettre en place des marchés, eh bien, il y a un moment donné, il faut faire tomber des murs, il faut faire tomber des contraintes. Sur ce, portez-vous bien et rendez-vous à notre prochaine vidéo.